En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. Oui, effectivement, nous avons eu des contacts avec lui depuis sa cellule où le 29 mai 2025, effectivement, j'ai eu un appel de sa part, mais c'était de façon clandestine. Il avait perdu 29 kg au total. Il avait même les larmes aux yeux. Parfois même, il demandait voir ne serait-ce que sa famille. Nous sommes respectueux des droits de l'homme, que nous sommes respectueux donc des procédures. Il était encore soumis à des tortures. Parce que jusqu'au 10 janvier jusqu'au 29 mai, effectivement, il était à longueur de journée torturé comme un animal. Il n'arrivait pas à tenir comme... Mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Selon les investigations, les résultats de nos investigations, Alino Faso, c'est 3 visages. C'est-à-dire? Le premier visage, c'est Alino Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Après, il y a Alino Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Et puis, le troisième visage qui est méconnu et qui est caché par les 2 premiers visages, c'est Alino Faso, agent double. Communiqué du porte-parole du gouvernement ivoirien qui disait qu'il y avait des preuves qui allaient sortir par la suite. Aucune preuve n'est sortie parce que Ibrahima Maïga, qui est aujourd'hui aux États-Unis, a une idée claire du faux PV d'ailleurs. Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro, il y a Soulé de Paris, il y a la Guêpe, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné, tout cela font partie du BIRC, et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Nos amis au Burkina, au Mali, au Niger ont choisi le coup d'État comme mode de gouvernance. Ça, c'est le choix. Ils sont très nombreux. Ces soldats ivoiriens qui sont rentrés en territoire burkinabé, eux, armés, alors que Alino Faso n'a jamais détenu une arme. Tous ceux qui ont l'intention de déstabiliser notre pays doivent savoir qu'ils auront affaire à nos forces de sécurité, à nos autorités judiciaires qui veillent au gré. Et il faut s'en féliciter. Action, Yacouba Doumbia. Alors, en ce qui concerne Alino Faso, en ma qualité de journaliste, j'ai quand même investigué et j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations de sources vraiment très très proches du dossier. Alors, ce que les gens doivent comprendre, selon les investigations, les résultats de nos investigations, Alino Faso, c'est 3 visages. C'est-à-dire? Le premier visage, c'est Alino Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Après, il y a Alino Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Et puis, le troisième visage qui est méconnu et qui est caché par les 2 premiers visages, c'est Alino Faso, agent double. Alors, Alino Faso, comment fait sa rencontre avec Kassoum Traoré? Parce que Kassoum Traoré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui est un élément important du dispositif de la junte militaire burkinabé. En tout cas, selon les informations qu'on a, Alino Faso était en contact étroit avec Kassoum Traoré. Donc Kassoum Traoré, c'est le frère d'Ibrahim Traoré, de collecte de dons opéré par Alino Faso. Je crois qu'Alino Faso a déclaré avoir collecté 750 tonnes de vivres pour les populations de Djibo. Djibo, c'est une localité située au Burkina Faso qui a fait l'objet d'attaques terroristes. Donc, Alino Faso a lancé une collecte de dons destinés aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, l'a rencontré pour le féliciter. Et c'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le milieu du showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc 2 grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, selon les informations qu'on a, il a pu identifier certains et qu'il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte. Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information
rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Souley de Paris, il y a la Guêpe, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà résumé la situation d'Ali Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Yangoto. Oui, je souris un peu quand j'ai écouté mon ami Jérôme Ndri. Pourquoi? On ne peut pas reprocher à nos autorités de prendre quelqu'un un jour. C'est vrai qu'il a dit qu'il est installé ici depuis 2021 et qu'il vaquait à ses occupations. Oui, mais tant qu'il vaquait à ses occupations tranquillement, il n'y avait pas de raison peut-être de l'interpeller. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui pourquoi du jour au lendemain on l'arrête. Non. Ce sur quoi, par contre, je peux être d'accord, c'est qu'effectivement, c'est vrai que le porte-parole du gouvernement a dit que le procureur va donner des informations. Je pense qu'au moment où il est arrêté, on aurait pu informer, le procureur aurait pu informer l'opinion que M. Alain Traoré a été interpellé. Et il y a des indices qui pèsent sur lui, mais on reviendra prochainement à la suite de la procédure pour donner des détails. Je crois que c'est ce qui manque souvent. Et ça alimente les autres, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, beau jeu, donc de parler d'enlèvement. Voilà. Même si ce n'est pas le cas. Donc je crois que l'une des faiblesses, justement, c'est cela. Il faut que le procureur, on l'a vu souvent sur votre dossier, communiquer très rapidement. Je crois qu'il faut encourager le procureur dans cette démarche. Quand quelqu'un est interpellé, il faut que dans les heures qui suivent, l'opinion soit informée sur l'état de la situation. Cette personne est interpellée, elle est détenue dans tel endroit et une procédure est ouverte contre elle. À partir de ce moment, il n'y a plus de polémique. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut reprocher donc, aux autorités de police ou aux autorités judiciaires, c'est le temps qu'elles mettent pour communiquer. Ça donne le sentiment d'être sur la défensive, d'être toujours sur la défensive. Alors que, à partir du moment où la personne est dans les liens de la justice ou de la police, on peut communiquer, ne serait-ce qu'indiquer le moment où la personne a été interpellée, là où elle est détenue, et annoncer que dans le prochain moment, on va communiquer davantage. Je pense effectivement qu'il ne faut pas qu'on néglige. Il faut encourager les autorités à être de plus en plus vigilantes. Nous sommes dans un environnement sous-régional où il est clair qu'on n'a pas que des amis aujourd'hui autour de nous. Donc, il faut plutôt encourager nos autorités qui font en sorte que tous ceux qui ont des intentions, j'allais dire, malveillantes, entre guillemets, puissent être mis hors d'état de nuire. Nous avons un pays aujourd'hui, et je crois que nous n'avons pas besoin, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais nous n'avons pas besoin que des gens viennent nous perturber la vie économique, sociale et politique de notre pays. Nous avons nos débats internes, on va les mener, mais ceux qui ont leurs problèmes aussi chez eux, qu'ils les règlent chez eux. Il ne faut pas qu'il y ait de meilleurs gens. Nos amis au Burkina, au Mali, au Niger ont choisi le coup d'État comme mode de gouvernance. Ça, c'est leur choix. Mais il faut qu'ils acceptent qu'ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire, que le coup d'État soit proscrit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plutôt féliciter les autorités, leur demander de les encourager à communiquer davantage, d'être plutôt dans la communication proactive que d'être dans la défensive. C'est la seule chose qu'on peut leur reprocher. Le reste, le porte-parole du gouvernement a promis que le procureur de la République interviendra pour nous situer. On attend tous que le procureur de la République fasse cette communication et qu'on sache ce qu'on reproche sincèrement à M. Traoré et que si ce qu'on lui reproche est fondé et qu'il soit jugé dans les règles de l'art en lui permettant d'avoir l'assistance juridique dont il aura besoin pour se défendre. En tout état de cause, tous ceux qui ont l'intention de déstabiliser notre pays doivent savoir qu'ils auront affaire à nos forces de sécurité, à nos autorités judiciaires qui veillent au gré, et il faut s'en féliciter. André Couillon. Merci bien, Ali. Merci, j'écoute. Cette interpellation de M. Traoré fait ressortir deux choses. La première, c'est la menace, le type de menace que va faire face la Côte d'Ivoire. La menace, elle est certes intérieure, mais surtout est désormais externe. Cette menace-là est de l'ordre de l'intelligence faite avec une puissance étrangère en vue de mener des actions subversives contre l'État et la population ivoirienne. Face à cette menace ou à ces menaces nouvelles-là qui sont portées par des démarches relatives aux informations sur les réseaux sociaux, il y a la capacité de l'État à pouvoir soit les prévenir, les contenir ou les annuler. Lorsque nous regardons et nous observons les différents éléments d'appréciation, nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que les Ivoiriens, qui forcément ne sont pas au courant de ce qui se passe, ont la certitude désormais qu'ils disposent d'un système de services de sécurité et de défense capable de leur assurer un sommeil paisible. Parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui dédient leur vie à ce que des Ivoiriens puissent connaître des sommeils paisibles et vaquer à leurs occupations. Et c'est important de le souligner, c'est en cela que je voudrais vraiment féliciter nos autorités. Parce qu'au final, si donc à l'issue de cette procédure, il est dégagé la responsabilité pénale de monsieur, pour l'heure, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et c'est important de le souligner. Et donc le secret de l'instruction fait que
l'on doit laisser les autorités de police mener leurs investigations, mais comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, par devoir de redevabilité et de transparence, le procureur de la République viendra présenter s'il décidera soit de l'inculper ou pas. Et c'est important de le faire savoir parce qu'un état de droit est un état qui, nonobstant le caractère dangereux de la personne qui est saisie, qui est interpellée, veillera à ce que les conditions et les règles de procédure soient respectées. Et ce qui est important pour nous d'un point de vue politique et de gouvernance, c'est que la Côte d'Ivoire se donne les moyens d'assurer l'ordre en son sein et veiller à ce que les populations puissent mener de manière correcte leurs activités économiques. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner. Et nous voulons voir l'issue de cette affaire-là et par la suite, veiller à ce que notre pays puisse, face à toutes ces différentes menaces, il se présente à lui et à sa population, se donner les moyens d'assurer notre sécurité. Vous, en tant que Burkinabé, lorsque vous entendez, c'est Alino Fasso qui avait été interpellé le 10 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement, à l'issue donc d'un conseil des ministres en janvier, qui disait que le procureur va sortir pour donner des preuves. Et tout de suite, on n'a plus eu des preuves, ce qu'on a entendu, c'est sa mort. Comment est-ce que vous comprenez cela? Alors déjà, il faut souligner que c'est avec grand désarroi, c'est avec grande tristesse que nous avons tous appris la nouvelle hier officiellement. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Et deuxième chose également, lorsque vous lisez un tel communiqué, même un amateur politique ou quelqu'un qui n'a jamais fait le droit ne peut mieux faire que cela. Parce qu'il est tacheté d'assez d'erreurs du point de vue de la forme, comme également dans le fond. Aucun drap ne peut suicider un être humain qui joue de toutes ses facultés. Alino Fasso a été bel et bien assassiné dans sa cellule après l'avoir utilisé pour des objectifs de déstabilisation au niveau du Burkina, parce que nous savons de quoi nous parlons. Effectivement, depuis le 10 janvier 2025, il a été interpellé en terre ivoirienne. Je rappelle cela parce que le 8, dans la soirée du 8, particulièrement, j'ai eu un appel avec lui, nous avons échangé. Avec Alino Fasso. Avec Alino Fasso. Le 8 janvier, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, parce que c'est comme ça, il m'appelle Dogo. Il me dit, Dogo, que finalement, je vais rentrer. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit qu'il rentre parce que la situation est devenue intenable, il est beaucoup harcelé au niveau de la Côte d'Ivoire, il est suivi régulièrement. Sa résidence où il dort est mise permanemment sous surveillance, il ne comprend pas. Mais bien avant le 10, Alino Fasso a été auditionné à plusieurs reprises par les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais fait cas de cela. Et c'est le 11, Alino Fasso devait rentrer officiellement en territoire burkinabé, définitivement pour s'installer, parce qu'il avait déjà rapproché toutes ses activités, avait pris fin en territoire ivoirien et il devait rentrer avec toute sa famille au niveau du Burkina Faso dans la soirée du 11. Mais c'est le 10, lorsqu'il a fini de faire toutes ses courses, ses dernières courses, et qu'il devait déjà commencer à plier bagages, qu'il a été arrêté. Arrêté à partir de là, nous avons tous suivi le communiqué du porte-parole du gouvernement ivoirien qui disait qu'il y avait des preuves qui allaient sortir par la suite. Aucune preuve n'est sortie parce que Ibrahima Maïga, qui est aujourd'hui aux États-Unis, a une idée claire du faux PV d'ailleurs, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est un faux PV à travers lequel ils disent qu'il a été en contact avec telle personne. Mais il n'a jamais eu contact même avec Ibrahima Maïga. Et malgré tout cela, ils disent qu'ils ont des preuves de déstabilisation et avec certains officiers au niveau du Burkina Faso et avec certains ministres au niveau du Burkina Faso et d'autres acteurs de la société civile, des activistes tels que nous autres, parce que nous sommes sortis dans le PV là-bas. Après cela, nous avons, pourquoi je dis dans ce communiqué, c'est un faux communiqué et qu'un amateur peut mieux faire. Dans ce communiqué, nous savons tout ce qu'après son arrestation, il a été détenu au niveau de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan et c'était là-bas qu'il devait être légalement détenu. Mais comment se fait-il que de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, il se retrouve dans une école de gendarmerie, là où on forme des officiers, là où on forme des gendarmes? Dans une école, est-ce qu'il y a des prisons à travers lesquelles on détient des citoyens, des innocents pendant au moins des mois? Et finalement, après cela, encore parce qu'il n'est plus, nous pouvons discuter de certains autres secrets. Oui, effectivement, nous avons eu des contacts avec lui depuis sa cellule où le 29 mai 2025, effectivement, j'ai eu un appel de sa part, mais c'était de façon clandestine. Il avait perdu 29 kg au total. Il avait même des larmes aux yeux. Parfois même, il demandait voir ne serait-ce que sa famille, ses enfants, il n'arrivait jamais à les voir. Et après cela, il y a quelques semaines, effectivement, où il nous restait uniquement que la tête de monsieur. Mais j'ai été surpris qu'il était encore soumis à des tortures. Parce que jusqu'au 10 janvier, jusqu'au 29 mai, effectivement, il était à longueur de journée torturé comme un animal. Il n'arrivait pas à tenir comme il se doit. Vous êtes sur un plateau de télévision? Non, parce que ça fait très mal. Les tortures auxquelles il était soumis, ce n'étaient pas des tortures humaines. Mais quelques semaines de cela, il continuait à maigrir comme il se doit. Finalement, particulièrement, l'info, moi je ne l'ai pas appris hier, 27. C'est dans la nuit de 26. Aux alentours de 3 h du matin, que nous avons eu au moins une toute petite confirmation. Mais nous attendions quand même que les autorités ivoiriennes elles-mêmes confirment l'assassinat du monsieur, même s'ils ont remplacé l'assassinat par pendaison. Alors, l'autre chose, le communiqué parle de suicide. Et selon le porte-parole du gouvernement, je le disais, ivoirien disait qu'on allait avoir des inculpations. Et c'est après sa mort, maintenant, qu'on parle des faits qui lui sont reprochés d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels, complot contre l'autorité de l'État, diffusion
diffusion de nouvelles fausses de nature a entraîné une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de livrer à un État étranger et espionnage. Et pourquoi on n'avait pas été informé de tous ces faits d'inculpation et c'est après savoir maintenant qu'on nous parle de tout ça? Oui, c'est pourquoi je dis qu'un amateur politique peut mieux faire que ça. Parce que depuis près de 7 mois, nous n'avons pas eu vent de tous ces éléments. Même si ce qu'ils disent arrivait à être vrai ou ils avaient des éléments palpables qui n'ont pas rendu public, nous connaissons très bien comment la justice fonctionne. Vous l'avez inculpé, vous le jugez, vous le condamnez, il plie sa peine et il rentre chez lui normalement comme tout bon citoyen. Ils sont très nombreux, ces soldats ivoiriens qui sont rentrés en territoire burkinabé, eux armés, alors qu'Alino Faso n'a jamais détenu une arme. Il n'a jamais détenu une arme, mais d'autres soldats ivoiriens sont rentrés en territoire burkinabé armés. Ils sont même rentrés, on a même vu un commando composé de plusieurs dizaines de mercenaires qui sont rentrés en territoire malien, armés également, et ils étaient allés pour des opérations de déstabilisation. Arrêtés de pourparlers ont eu lieu, on a fini par les relâcher, ils ont rejoint le territoire ivoirien. Après cela, sur le territoire burkinabé, c'est à plusieurs reprises que des soldats ivoiriens ont été pris en territoire burkinabé qui étaient venus pour des opérations de déstabilisation. Alino Faso n'a jamais été une menace. Il n'a jamais été une menace parce que la plus grande menace, c'est celle-là qui a couché la rébellion du 19 septembre 2002. La plus grande menace aujourd'hui sous nos cieux, c'est celle-là qui a permis d'enterrer plus de 3 000 à 5 000 Ivoiriens de 2002 jusqu'en 2011. La plus grande menace aujourd'hui, c'est celle-là qui a formaté des coups et qui a mobilisé des bataillons pour déstabiliser les États de l'AES. La plus grande menace, c'est celle-là aujourd'hui qui héberge des groupes terroristes, c'est celle-là aujourd'hui qui héberge des officiers de la DGC française qui visent à déstabiliser l'ensemble de nos institutions. La plus grande menace, c'est celle-là qui consiste à envoyer son petit frère en Turquie, à savoir l'actuel ministre de la Défense ivoirienne, pour aller travailler pour ne plus jamais qu'on détienne des armes, pour nous libérer et lutter contre la plus grande menace aujourd'hui sous nos cieux, c'est-à-dire le terrorisme. La plus grande menace aujourd'hui, c'est celle-là que prône le régime ivoirien. Et je pense que c'est celle-là qu'on devait dénoncer. Et c'est celle-là qu'on devait dénoncer. Alino Faso est un civil qui a toujours lutté pour la pacification de nos peuples. Et Bakiono de Kion, vous dites que Alino Faso est décédé depuis jeudi dernier. Et sa famille n'a pas été mise au courant. Et elle a appris au même titre que tout le monde, que l'opinion publique, que les Burkinabés sur les réseaux sociaux. Comment cela peut se faire? Oui, mais c'est le plus grand mépris qu'il faut toujours souligner à travers ça. Nous avons une enclave diplomatique au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été du tout saisie. Nous avons au moins des lignes de communication entre le régime d'Abidjan et le régime du Burkina Faso. Nos autorités n'ont pas été du tout saisies. Mais sa famille même, qui est, elle n'a pas été du tout saisie. Sa femme aussi a pris la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Imaginez le choc d'une femme avec son enfant qui apprend sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, que ton mari est décédé dans des situations très délicates. Mais comment un être humain peut aller jusqu'à agir à ce point? Aujourd'hui, même pendant la guerre froide, même pendant les différentes guerres mondiales, il y avait des lignes de communication entre les différents protagonistes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre ouverte entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons toujours prôné qu'il y ait au moins une collaboration pacifique afin que nos peuples puissent circuler librement et se parler. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces dispositions, que ce soit au niveau de l'enclave diplomatique, sa famille qui y est, les différentes discussions qu'il y a avec le gouverneur, il n'y a jamais eu au moins une approche, qu'elle soit d'une quelconque nature, pour pouvoir informer officiellement sa famille. Mais au-delà de ça, nous sommes en Afrique. Une mort ne s'annonce pas comme ça. C'est brutal, c'est choquant et c'est très méchant ce qui s'est passé. Alors, l'autre chose, hein, c'est vrai, quand on vous suit, c'est vrai que ça fait un peu mal. Les Burkinabés, quand on suit un peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Mais une question, c'est vrai que c'est dur, mais je voudrais vous la poser quand même. Depuis hier soir, on voit quelques interviews, quelques réactions d'Alino Faso sur les différents médias qui fusaient. Il disait, mon père a été assassiné à Koudougou avec 8 poignées de couteau. Lui aussi, c'est vrai, on dit qu'il s'est suicidé. On s'en tient à la version officielle donc, du procureur. Comment est-ce que vous sentez cela en tant qu'être humain? Oui, et c'est pas comme s'il sentait la menace venir forcément. Mais ça peut dire que la vie elle-même, elle est faite de péripéties, elle est faite ainsi. Et lorsqu'à un moment donné, vous décidez de vous engager pour des causes publiques, pour des causes nobles, il arrive parfois que vous serez confronté à des réalités. C'est comme aujourd'hui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, l'ensemble de tous ceux qui l'entourent, au-delà du front, aujourd'hui, ils sont permanemment sous menace. Au-delà de ça, il faut souligner que chaque acteur de la société civile ou chaque individu, pris de façon individuelle, lorsque vous menez des activités comme celle que menait Alino Faso, c'est normal qu'à un moment donné, vous soyez plus possible. Ces initiatives, aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas un activiste. Non, d'abord, c'est quelqu'un qui prônait pour donner un moment donné le sourire à des orphelins, à des veuves, à des personnes qui en avaient besoin à un moment donné. Depuis plus d'une décennie, on se rappelle des Colette. Il fait partie de l'un des premiers initiateurs
qui lancent, par exemple, à travers les plateformes numériques, des collectes de fonds pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin, que ce soit des malades, des gens qui n'arrivent pas à manger, des enfants qui doivent aller à l'école, malheureusement, qui manquent de tout. Alino Faso fait partie des premiers citoyens burkinabés qui ont lancé au moins une opération de collecte de vivres lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir à partir du 30 septembre 2022. Et lorsqu'il a fait avec un autre compatriote, Raissa Traoré, ils ont récolté effectivement une quantité importante de vivres. Ce sont ces vivres-là que l'armée a utilisé, ajouté au stock de la SONAGES qui existait pour envoyer dans les zones où il n'y avait même plus, parfois même, à manger. Et donc, les premières opérations de ravitaillement de l'armée, il y avait ces vivres là-dedans. Et il avait été même reçu par le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour être félicité et demander à l'ensemble des Burkinabés d'emboîter les mêmes pas parce que nous n'avons qu'une seule nation. Et donc, ces différentes interviews qu'il accordait, c'est pour dire que la vie est faite de péripéties et à un moment donné, lorsque ça arrive, vous devez accepter. Nous ne disons pas que nous n'allons pas accepter cette mort, mais c'est violent et il faut que nos autorités réagissent parce que dans les heures à venir, effectivement, elles réagiront. Et justement, lors de son entretien avec la presse, le Premier ministre avait rassuré que lumière allait être faite sur cette situation. Et aujourd'hui, on dira que le pire est arrivé. Que doit faire le gouvernement? Oui, aujourd'hui, il sera très compliqué pour nous, en tant que citoyens lambda, de donner la conduite à suivre à nos autorités. Mais nous savons qu'elles sauront choisir les mots qu'il faut. Elles sauront quand même parler au Burkinabé. Elles sauront prendre aussi les différentes dispositions, soit pour l'accepter ou on verra la conduite à suivre. L'autre chose également qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas de par mes propres sources. Il m'a confié, Alino Faso m'a confié à plusieurs reprises que les autorités mènent assez d'initiatives pour sa libération. Les autorités burkinabés. Les autorités burkinabés mènent beaucoup de choses pour pouvoir le libérer. Des pourparlers ont été engagés, des émissaires ont été envoyés au niveau du régime d'Abidjan. Je ne défends pas l'Ivoire dans l'eau, mais ce sont des choses que je détiens de par lui-même. Et qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été envoyées auprès du régime d'Abidjan, mais les choses, effectivement, ça avançait, mais de façon lente. Et il m'a dit qu'il espérait que d'ici le mois d'août, les choses vont rentrer en ordre. Malheureusement, il n'a pas vu le mois d'août, alors que beaucoup de choses étaient annoncées pour le mois d'août. Je ne veux pas rentrer dans le sensationnel, personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend, mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art, et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, donc je ne peux pas en dire plus.